lorsque Daesh était à son paroxysme, dans les années 2013 et 2014, donc Daesh a fait paraître une revue en différentes langues, en langue arabe, surtout en langue anglaise, mais également en allemand, en russe, en français également. En français, elle avait pour titre Dar al-Islam, à savoir la maison de l'islam, sous-entendu l'État musulman. Et Daesh est venu avec un discours théologique que je qualifierais pour ma part d'élaboré. C'est tout sauf quelque chose qui est déstructuré. Daesh n'a jamais été un groupe décervelé qui ne savait pas où ils allaient. Il y avait des doctrinaires et il y avait des gens qui étaient chargés de diffuser une doctrine construite, basée sur des éléments très concrets de la charia médiévale. Donc de ce point de vue-là, si on prend ces trois dimensions-là, vous pouvez imaginer qu'un acteur associatif, un théologien musulman ou un imam ou un musulman lambda sont confrontés à ce que la société de manière générale diffuse, mais également dans l'intra-musulman, à ce que les groupes les plus extrémistes diffusent également. Cela a provoqué tout un ensemble de débats chez les musulmans, à savoir où place-t-on le curseur? Est-ce que l'on peut considérer qu'il existe aujourd'hui une dimension de violence inhérente à l'islam, je vais le dire dans ces termes-là, non pas parce que la religion musulmane serait elle-même foncièrement violente, mais parce qu'il y aurait une composante de l'islam contemporain, à travers des groupes djihadistes ou à travers une doctrine de violence, ce que j'appelle moi le paradigme exclusif, donc une lecture exclusive de l'autre, qui se traduit par une volonté d'hégémonie religieuse, et Daesh ne serait qu'une illustration de cela. Ou est-ce que la vraie problématique de fond n'est que géopolitique, à savoir des groupes qui se défendent d'un entrisme occidental, et le discours religieux n'est qu'un élément d'une stratégie de défense. Donc il y a ici dans l'intra-musulman, il y a eu beaucoup de débats, voire des affrontements par rapport à cela. Et alors, les deux options? Les deux options existent, du moins, les deux types de discours où cette tension a produit une multitude de discours. Aujourd'hui, vous avez une lecture purement géopolitique qui considère, je le dis dans un langage commun, pour qu'on n'entre pas dans un langage trop élaboré au plan académique. Donc ici, il ne s'agit pas, cette lecture géopolitique n'évacue pas la dimension religieuse, mais elle la renvoie un peu à la périphérie de l'analyse en disant, ici, ce que l'on voit du discours religieux n'est qu'un argument qui vient conforter une stratégie de défense ou de confrontation avec l'Occident. Et à côté de cela, vous avez une autre lecture qui considère qu'il faut faire un toilettage, un ménage, un reset pour certains, de toute une partie de ce que la théologie musulmane a produit au Moyen-Âge, parce que c'était au service en partie d'un paradigme exclusiviste. Donc, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on a montré dans l'ouvrage, dans la riposte théologique, puisque c'est un chapitre complet de l'ouvrage, nous avons mis en évidence 4 types de riposte théologique. Ce que nous avons appelé la riposte par la restauration, la riposte par la rupture, la théologie préventive et l'approche historico-critique. On va dire quatre manières d'envisager le rapport de l'islam au monde contemporain, si je vais jusqu'au... Alors, justement, par rapport à ces quatre... Je voulais juste, peut-être sur un registre différent, pour répondre à ta question, à Medali, sur ce que tu appelais le registre patriotique. Il est clair qu'aujourd'hui, une grande partie des citoyens de confession, voire même de culture musulmane, s'assument totalement à l'aise comme citoyens français. Je veux dire, il y a un changement à ce niveau-là, parce que, non pas que les parents étaient anti-français, mais c'est que très longtemps, ça c'est un autre domaine de la sociologie, qui est la sociologie des sentiments d'appartenance nationale. Pendant très longtemps, les parents se sont sentis algériens, tunisiens, sénégalais, pakistanais, à juste titre. Et même si ils étaient les parents de Français, et si même eux qui ont pris la nationalité française, c'était un tabou
de pouvoir dire que ses enfants étaient devenus français. Et il y a eu même tout ce jeu qui a consisté parfois à cacher que ses enfants avaient la nationalité française. Moi, je me rappelle de parents qui rentraient dans le pays d'origine, qui disaient à leurs enfants, surtout ne dis pas que tu es devenu français, que tu as des passeports français. Bon, aujourd'hui, c'est fini, ça. Bon. Par rapport justement à la question des attentats, par rapport à ta question, c'est clair que les grandes fédérations ont toujours, alors ce qui est paradoxal parce qu'elles sont souvent liées au pays d'origine, mais elles n'ont toujours eu aucun problème à dire vive la France, vive la nation française, vive la République, vive l'islam aux couleurs de la France. Bon. Ce qui est intéressant en revanche, ça à la limite, bon, on en a rendu compte dans le livre comment les grandes fédérations musulmanes, des plus conservatrices aux moins conservatrices, ont tous affiché un islam bleu-blanc-rouge, disant le mouvement terroriste est un mouvement aussi de communion patriotique. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et qu'on a montré dans notre livre, et que Mohamed Ali, vous connaissez aussi, quand tu connais, il y a 10-15 ans, lorsqu'on interrogeait beaucoup d'acteurs musulmans nés en France, socialisés en France, scolarisés en France, français de papier et de cœur et de raison, il y avait une certaine gêne, une certaine pudeur à se dire français. Alors ce n'était pas qu'ils ne se sentaient pas français, mais je ne vais pas le dire. Je suis français, je suis musulman de France, je suis né à Mantes-la-Jolie, je suis allé à l'école à Mantes-la-Jolie, je me suis marié à Mantes-la-Jolie, à la mairie, je suis même parfois élu, bon. Mais je n'ai pas à dire que je suis français, je n'ai pas à le dire. Bon. Et ce qu'on a vu avec les attentats, c'est tout un débat. Est-ce qu'on doit s'affirmer plus visiblement comme français? Et là, c'est vrai que parmi un certain nombre d'acteurs musulmans engagés, eh bien, finalement, il a été, non seulement je suis français, ça c'est aucun doute, ça fait longtemps qu'il n'y a aucun doute, mais maintenant je vais le dire. Je vais afficher le drapeau, je vais chanter la Marseillaise. Bon. Et c'est vrai que ça a provoqué débat, c'est-à-dire que, on se rappelle, je vais vous donner une date importante, c'est 99, lorsque, en fait, le vrai créateur du Conseil français du culte musulman, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Jean-Pierre Chevènement. Bon. Les bases du Conseil français du culte musulman ont été posées en 99. Le CORIF. Et voilà, exactement. Non, c'était déjà le Conseil français du culte musulman, mais c'était les conseillers de Chevènement, et puis Sarkozy, qui a un grand don pour s'approprier ce que font les autres, a pris et dit « je suis le père du Conseil français du culte musulman ». À l'époque, Jean-Pierre Chevènement, et je pense que ça a été, là c'est le sociologue et le citoyen qui parle, ça a été une maladresse, on a demandé aux associations musulmanes de signer une fameuse déclaration d'allégeance aux principes et aux valeurs de la République, etc. Réaction des associations de gens qui étaient plutôt venant du pays d'origine, on signe. Réaction de la 100% des leaders nés en France, socialisés en France, on ne va pas signer une déclaration d'allégeance alors qu'on est français. Est-ce qu'on va demander à un Français de dire « je signe que je suis français » Donc ça, déjà en 99. Et donc, à l'époque, en 99, il y avait 100% des associations de jeunes, 100% n'ont pas signé. Pourquoi au Conseil français du culte musulman, il n'y a pas un seul jeune musulman? Parce que dès le départ, il y a eu ce malentendu historique et qui s'est prolongé, on refuse de participer. On refuse de participer, non pas parce qu'on rejette le Conseil français du culte musulman, mais on ne signera jamais. Bon. Après, cette déclaration a été assouplie, mais même à l'époque, même la Ligue des droits de l'homme avait critiqué cette déclaration. Or, qu'est-ce qu'on constate avec la période des attentats, y compris chez des jeunes leaders musulmans qui... On va s'affirmer aussi comme Français. Notamment, aller dans une salle de prière, mettre un drapeau français, faire une prière pour la République, faire une prière pour la nation française, ça paraissait soit comme ringard, soit ça paraissait comme bon, attendez, on n'est pas des musulmans bounty, on n'a pas besoin de dire qu'on est français puisqu'on l'est. Bon, c'était pas le rejet de l'identité française, c'était le rejet de devoir s'affirmer. Vous voyez, ce qui n'est pas pareil. C'est quand même une sacrée nuance. Et là, vous prenez par exemple le Conseil français des cultes, le CMF, le collectif des musulmans de France, une personnalité comme Nabil Nasri, quoi qu'on en pense, quoi que certains l'aiment, certains ne l'aiment pas, certains le trouvent trop conservateur, d'autres pas assez, peu importe. Mais lui va faire partie de ce courant. On chante la Marseillaise, on affiche le drapeau. Après tout, maintenant, il faut s'affirmer. Ce qui lui a valu des critiques aussi. Et oui, donc ça a provoqué des débats. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, y compris sur ce rapport à, excusez-moi d'employer un gros mot, mais c'est pas forcément un gros mot, à l'identité nationale, ça a fait débat. Et y compris, aujourd'hui, je dirais qu'il y a un mouvement de détabouisation, c'est-à-dire non seulement on est français, ça c'est aucun doute, mais pourquoi pas aussi affirmer. Par exemple, ce que nous avons montré avec Homero, ça paraît tout à fait anecdotique, mais que nombre de profils sur Facebook prennent le drapeau français. Quel média a rendu compte que des milliers d'internautes musulmans facebookiens
ont mis le drapeau français sur leur profil Facebook? Personne. Et pourtant, c'est une réalité. Donc pourquoi mettre le drapeau français? Parce qu'ils sont français d'abord, mais au-delà, parce qu'ils veulent le montrer. Et c'est ça, c'est le vouloir montrer qu'on est français, qui est quand même une des conséquences directes ou indirectes de cette vague terroriste. Je voulais le préciser.